coup, quand je rentre du Pérou, il m'écrit, il me dit viens, je dis oui. J'hésite même pas. J'avais le cœur qui battait à 3000 et je dis oui, je viens. Et en fait, quand je l'ai vu, parce qu'au Pérou, quand je l'ai vu, je n'ai pas du tout été attirée. Et en fait, quand je vais chez lui, il arrive sur le quai de la gare et là, il avait pris du poids. Et là, voilà. Et là, je le vois. Et là, je suis wow. Là, j'ai eu un waouh. Tu vois, un truc de putain, merde, un effet de sidération, tu sais. Et là, je le sais dans l'instant. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Premier Baiser. Je suis Tess Rio et aujourd'hui j'ai l'immense bonheur de recevoir Charlotte Hoffman. Charlotte, je commence toujours par présenter mon invité aux auditeuristes, mais toi Charlotte, tu n'aimes pas les étiquettes. Alors je vais essayer de faire au mieux. Tu as 29 ans et depuis ta chaîne YouTube que tu as créée il y a un an, tu participes au réveil des consciences. Tu fais redescendre les égos spirituels, tu bouscules les nouveaux dogmes du développement personnel et ça me fait beaucoup de bien, ainsi qu'aux plus de 68 000 abonnés qui te suivent, rien que ça. Tu transmets des messages du cœur, toujours plein de bon sens, emplis d'humilité, fondés principalement sur ta propre expérience. C'est aussi riche de tes expériences de vie et des formations que tu as pu suivre, que tu proposes des retraites, des stages et des week-ends où tu accompagnes les personnes à revenir en leur centre, c'est-à-dire dans leur cœur. Point de départ d'un état d'être à retrouver pour un éveil à sa véritable nature. Charlotte, bienvenue dans Premier Baiser. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Tess. Quelle présentation. Waouh. Ça te va? C'est incroyable. C'est incroyable. Okay. Magnifique. Est-ce que tu veux... Alors, est-ce qu'on en reste là ou est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Ah non, mais on va en rester là. Franchement, t'as tout dit. Ah, c'est extraordinaire. Alors là vraiment, maintenant, je vais toujours prendre cet exemple-là pour tout. Ok, je mets un petit copyright alors. Ouais. Alors tu sais qu'on va parler, l'émission s'appelle Premier Baiser, du coup c'est pas un thème qu'on aborde souvent dans le monde du développement personnel et spirituel, mais c'est une façon d'aborder un petit peu ton parcours de vie, en tout cas c'est un point de départ. Alors j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de la jeune Charlotte en fait, la jeune Charlotte ou l'adolescente, comme tu veux, je sais pas par quoi tu veux commencer pour bien nous amener à ce moment-là précis de ton histoire. Eh oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Alors c'est marrant parce que quand j'ai accepté ton invitation, parce que c'est venu directement, en fait j'ai même pas regardé ce que ça voulait dire, quand j'ai vu le podcast du Premier Baiser, Tess, j'ai dit oui. Et après je me suis rendu compte, merde, va falloir parler du premier baiser. Et en fait là je me suis dit, je me rappelle même pas, je sais plus, j'ai eu un trou, tu sais, mais vraiment, hein, j'ai dû réfléchir, je me suis dit, mais je sais même plus comment ça s'est passé, avec qui, quand, pourquoi. Et en réfléchissant et en me remémorant un petit peu, j'ai fini par y cheminer. Et bon voilà, donc c'est marrant parce que oui, le truc que je vais dire du coup, parce que c'est ce qui me caractérisait le plus à l'époque, parce que c'est plus trop le cas maintenant, mais à l'époque c'était vraiment fort, c'est la timidité. Mais vraiment, voilà, j'avais cette vision quand j'étais ado. C'était le rapport aux autres, c'était compliqué parce que j'avais pas spécialement beaucoup d'amis, par exemple, parce que j'avais beaucoup de mal à créer du lien, à créer des relations. Donc forcément, par effet de résonance, les relations personnelles, amoureuses, c'était compliqué aussi, en fait. Voilà. Okay. On est vraiment aux antipodes de qui tu es aujourd'hui. Ouais. Alors, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de la petite Charlotte, de l'adolescente, comment elle se construit? Quelle est la couleur de sa famille? Est-ce que tu as des frères et sœurs? Ouais, en fait, famille recomposée. Donc, j'ai vécu dans un maillage familial très protéiforme, on va dire, avec une éducation dans un sens avec papa et complètement aux antipodes avec maman. Et puis des demi-frères, des demi-sœurs au milieu de tout ça. Donc, c'était toujours assez vivant, assez difficile pour moi parce que vu que j'avais du mal à m'adapter et que j'étais assez sensible, très hypersensible même, c'était très très dur en fait l'enfance à ce niveau-là. Et puis à l'école c'était dur aussi parce que j'étais pas d'un tempérament très avenant. J'avais plutôt, on va dire, comment dirais-je, plutôt centré sur les études en fait, plutôt bon élève quoi, tu vois. Donc pour moi c'était il faut des bonnes notes, il faut réussir, faut avoir le diplôme, il faut être le meilleur parce que comme ça après dans ma vie j'aurai un super métier et je m'en sortirai. Et j'étais complètement perdue dans cette vision là en fait. Ok, donc voilà. La priorité c'était les études et l'avenir de Charlotte qui réussit ses études. J'avais pas de vie en fait. J'avais pas de vie, très peu de vie sociale. C'est rigolo hein, vraiment quand on y pense c'est marrant par rapport à ouais, c'est incroyable. C'est bizarre. C'est incroyable. Ça me fait même bizarre. Je me dis, putain, j'ai fait plusieurs vies dans une vie, c'est pas possible. Et non, j'avais pas de vie sociale. Les week-ends, je les passais à travailler. J'étais toujours en train de bosser, en fait. Et du coup, t'avais des grands frères ou des grandes sœurs qui, eux, vivaient une vie... C'est mon chien. Oh, petit cœur. Est-ce que t'avais, toi, des grands frères ou des grandes sœurs qui
qui avait une vision différente, ou disons qui expérimentait la vie différemment. Et non. Ou c'était le schéma familial. Alors j'avais un petit frère, enfin j'ai toujours d'ailleurs, et des demi-frères, des demi-sœurs du coup, mais tout le monde était sur la même vision en fait. D'accord. C'était vraiment un schéma familial. Du coup, ouais. comment t'arrives aux premiers émois, aux premiers garçons? Eh ben c'est dur hein. C'est dur hein, je t'avoue. C'est plus par, tu sais, par curiosité. Un mélange de curiosité mais aussi de fierté parce que j'avais quand même des copines, tu vois, et j'étais la seule trouduque à jamais avoir eu de relation, tu vois. C'est la dernière, et tu vois. Du coup on est vers quel âge? Bah on est, je crois que le premier baiser je devais avoir 17 ans quoi. D'accord. Tu vois, c'est tard hein. Ouais, c'est tard quand j'entends mon conjoint par exemple qui me raconte qu'en maternelle il faisait déjà des bisous à toutes les filles là. En plus voilà, j'étais un enfant, au point de départ j'étais un enfant qui ressemblait plutôt à un petit mec. Donc en fait, du coup, il n'y avait pas trop de possibilités. Tu sais, j'étais pas la petite blonde platine à l'école, tu vois, non, plutôt garçon de manqué. Il n'y a pas eu d'expérimentation on joue au docteur, des choses comme ça non, avec les autres enfants. Non, pas du tout. Non. Ah, non, pas du tout. Et Charlotte, elle était concentrée sur ses études. Ah mais c'est ça, j'étais vraiment la bonne élève, concentrée sur ses études, pas intéressée du tout par les garçons, en fait ils me faisaient peur, je savais pas, ça me faisait flipper, puis je comprenais pas, et puis en fait ça m'intéressait pas. Ça t'intéressait pas? Pas du tout, pas du tout. Donc 17 ans. Ouais, voilà, c'est tard. Et en fait c'était pendant un voyage de classe. En fait, bah oui, il y avait toutes mes copines qui commençaient à me raconter leurs trucs, et puis bon, là, voilà, 17 ans, t'es vraiment ado. Bon, aujourd'hui, à 10 ans, t'es ado, mais il y a 15 ans en arrière, tu vois, ça a changé quand même. C'est vrai que ça s'est décalé en termes d'âge, donc c'est vrai que 17 ans à l'époque, finalement, c'est pas, enfin, ça peut être tard par rapport à des jeunes filles de 13-14 ans, mais c'est pas si tard que ça non plus. Enfin, je veux dire, il n'y a pas non plus de normes par rapport à un âge de premier baiser. C'est ça. Donc du coup, c'est qui est ce garçon? Qui est l'heureuse élu? Bah, écoute, attends, comment il s'appelait? Je sais même Ça y est, tu l'as perdu. Ah ouais, non, mais je sais même plus comment il s'appelait. Pierre-Loup? Ouais, ça doit être ça. Bon, bref. Lou, voilà, il s'appelait Pierre-Loup? Ouais, je crois, ouais. D'accord, ça. Ouais, c'était ça. Et en fait, non mais ce dont je me souviens vraiment, et ça c'était répugnant, c'est qu'on était en voyage de classe dans un bus, et en fait on s'est assis à côté dans le bus, et on a fait un voyage de nuit. On était, je sais plus, à Prague, ou je sais plus où, bon bref, dans les pays de l'Est, là. Et c'est la nuit dans le bus qui m'a embrassée, et en fait il m'a, tu sais, à l'époque c'était, on faisait pas juste un petit bisou, tu vois, fallait expérimenter la totale. Et il a commencé à mettre sa langue, à tourner. Et ça, mais ça m'a dégoûté totalement. Mais c'était une espèce de lave-vaisselle. Moi, vraiment dans ma tête, je me disais, mais c'est ça un baiser, mais c'est dégueulasse. Et il tournait. Et ça s'arrêtait pas en fait. C'était répugnant. J'en ai gardé un souvenir très genre, bah si c'est ça, ça m'intéresse vraiment plus en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Parce que ce garçon-là, a priori, c'était vraiment pas le truc. Le fameux baiser de machine à laver. Et du coup, quand est-ce que tu vraiment tu ressens l'élan vers les garçons? Parce que là on imagine que ça t'a dégoûté et que t'as pas voulu y revenir après. Ouais, voilà, c'est ça. Je te dis, c'était pire. Je me suis dit, ouais, bah laisse tomber, c'est bon. Donc c'est vrai qu'après, j'ai pu recommencer, j'ai pu réitérer l'expérience. Et il a fallu que j'attende de partir à l'étranger. En fait, après, je suis allée... ouais, c'est ça. Oui, entre deux, quand même, non, il y a eu des évolés, oui, parce qu'entre deux, quand même, j'ai commencé à aller en boîte de nuit, des trucs comme ça, tu vois, des trucs de jeunes. Parce qu'en fait, je voyais que j'étais en décalage, mais je me forçais à être un peu comme tout le monde. Oui, c'est ça. C'est ça le truc. T'essayais de t'adapter dans ce monde-là, alors que finalement... Moi, c'est ça le début de ma vie. Je le sentais au plus profond que ça me paraissait bizarre tout ça, tu vois. Mais même encore aujourd'hui, hein, il y a des trucs qui me paraissent chelous là-dedans. Hein. Mais je me forçais à m'adapter parce que j'avais une grosse blessure de rejet et j'avais pas envie que les gens me repoussent tout le temps. Enfin, tu vois, j'avais déjà du mal à tisser du lien. Donc, je me suis créé une identité un peu, tu vois. Et vers 17-18 ans, suite à ce premier baiser, j'ai commencé un peu à me développer une identité de pin-up, en fait. Ah oui. Ok. Ouais, ouais, complètement, ouais. Et en fait, je me suis transformée, c'est-à-dire qu'à la base, j'avais des problèmes de poids, je ressemblais à un petit mec, enfin, tu vois, c'était ça mon identité première. Et j'ai fait un gros régime par moi-même vers l'âge de, je sais plus, 15-16 ans, un truc comme ça. J'ai perdu énormément de poids et je suis devenue un peu comme je suis aujourd'hui. Et là, il y a eu une espèce une revanche, tu sais, parce que j'ai beaucoup vécu d'humiliation aussi, parce que j'étais grosse, j'avais des poils, enfin voilà, j'ai vécu beaucoup d'humiliation.
Et du coup, il y a eu une espèce de revanche par rapport à ça. Et tu sais, mes copines qui se foutaient de ma gueule parce que j'avais pas de copains, voilà. Et du coup, vers cet âge-là, j'ai vrillé en fait. J'ai vrillé dans l'autre sens, dans l'excès inverse. D'accord, ça veut dire que tu papillonnais, tu faisais tes expériences à droite à gauche? Non, mais on va dire que j'étais dans, tu sais, l'archétype de la séductrice. Ouais. T'avais un grand besoin de séduire. J'avais envie d'aller plus loin, mais j'avais envie d'attirer le regard des hommes, et des autres sur moi. Et du coup, je papillonnais, mais j'allais jamais au-delà. Enfin, tu sais, j'allais jamais. À la limite, je faisais un petit bisou de loin, mais tu vois, ça s'arrêtait là, quoi. Okay. Ce qui m'intéressait, c'était de séduire. Et du coup, oui, je me suis retrouvée mini-jupe, talons hauts, j'étais sur les chasses de 15 cm toute l'année. J'allais à l'école, c'était un défilé de mode, j'étais maquillée, ah non, mais je me suis transformée. Incroyable, parce qu'aujourd'hui, tel qu'on te connaît, on a vraiment du mal à t'imaginer je suis naturelle, dans ce personnage. C'est sûr que quand je vois certaines photos, je me dis d'accord, ok, je partais à l'école comme ça. Récemment j'ai fait un tri dans mes affaires parce que j'ai déménagé mes affaires et j'ai retrouvé encore toutes mes chaussures de l'époque et j'avais des talons, mais je sais pas, 15 ou 20 cm. Et en fait, j'ai copié-collé avec le schéma familial parce que ma mère, elle était assez pin-up. Elle est toujours d'ailleurs excentrique, mais tu sais, dans le côté plus. Elle, c'est pas dans le côté séducteur, c'est dans le côté rigolo. Elle est excentrique. Tu vois, elle aime ça, elle aime l'originalité, elle est solaire, tu vois. Et en fait, j'ai copié-collé à ça. Je me suis dit, elle, en étant comme ça, elle a plein d'amis, elle est géniale. Inconsciemment, je suis devenue comme ça. Ouais, tu pensais que c'était comme ça qu'il fallait se comporter ou avoir. Pour être aimé. Voilà, et dans le même temps, alors on est sur cette période 17, 18, 19 ans, je sais que tu as fait des études, d'abord passé ton bac, puis Sciences Po, si je ne me trompe pas. Là, on est aussi dans un univers qui est complètement à l'opposé de ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu ton parcours ? Oui, à la base, oui, c'était complètement aux antipodes. Ouais. Évidemment, j'ai fait un bac S, mention très bien, mention européenne en espagnol, j'étais bilingue, trilingue, j'étais à fond sur tout, parce que mon rêve, c'était de faire Sciences Po. Parce qu'en fait, Sciences Po, pour moi, à l'époque, c'était, en fait, j'étais curieuse de tout. Et je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Et Sciences Po, c'était un ramassis de tout. Okay. Et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Et en fait, le point de départ quand même d'une certaine prise de conscience a été mon entrée à Sciences Po. Parce qu'en fait, tant que j'étais pas à Sciences Po, c'était mon objectif, tu vois, donc je ne voyais qu'à travers cet objectif. Et le jour où je suis arrivée à Sciences Po, c'est là où j'ai déchanté. Parce que je me suis rendu compte que l'objectif que je m'étais fixé, je venais de le réaliser. Donc tu sais, toute ma vie, ça avait été mon objectif. C'est ce qui allait driver, c'est pour ça que je me levais le matin, c'est pour ça que je travaillais, c'est pour ça que j'étais dans mon truc, quoi. Et quand je suis arrivée, ça s'est extrêmement mal passé. J'ai été beaucoup déçue. Je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ce à quoi j'aspirais. Et là, je suis tombée très bas. Parce que mon rêve s'est réalisé et j'étais au plus bas. Voilà. C'est parce que ton rêve il s'est réalisé que tu étais au plus bas, ou parce que ton rêve qui s'est réalisé, finalement, tu te rendais compte que c'était pas ton rêve parce que tu avais déchanté? C'est ça. C'était pas mon rêve, en fait. C'était pas ton rêve, en fait. J'avais idéalisé quelque chose, parce que j'ai toujours été un peu idéaliste. C'est-à-dire, intérieurement, je me sentais différente des autres. Tu vois, tu as des autres de ma famille qui étaient dans un prisme très matérialiste. Moi, depuis petite, je disais à ma mère, mais moi, j'ai envie d'avoir un métier qui a du sens quand même. Tu vois. Oui, quand même. Et ce qui me plaisait à Sciences Po, c'était les carrières en ONG, tu vois. J'étais attirée par l'humanitaire, j'étais attirée par... parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens qui font Sciences Po. On ne sait pas trop les débouchés de Sciences Po, mais une des débouchés de Sciences Po, c'est quand même l'humanitaire. Et il y avait la presse aussi, le journalisme, tu vois, tous ces métiers un peu engagés où tu peux faire passer des messages, où il y a du sens. Donc c'était à ça que j'aspirais à travers ces études-là, en fait. C'était de trouver un sens à ma vie. Et un sens qui ne soit pas uniquement de gagner de l'argent. Ça m'a jamais motivée. Pourtant, j'étais dans une famille très matérialiste. Tout le monde motivé par l'argent. Mais moi, depuis le début, je n'étais pas du tout motivée par ça. Et ça, depuis le début. Et je me suis jamais menti à ce sujet-là. C'est-à-dire, j'ai tout essayé, tu vois. J'ai fait des boulots d'été, des choses comme ça. Mais en fait, si ça me faisait chier, je le faisais pas. Et s'il n'y avait pas de sens à ce que je faisais, je le faisais pas. Et pour moi, Sciences Po, ça avait un sens parce que ça me permettait derrière, j'avais idéalisé l'idée en disant, en rentrant dans cette école, je vais trouver un sens à ma vie. Tu vois. Ouais. Et en fait, quand je suis arrivée, non, en fait. T'as compris que c'était pas possible, en fait, à travers Sciences Po, de donner du sens dans le... en fait, je suis arrivée dans un cadre extrêmement théorique. Beaucoup de théoriciens à Sciences Po, tu vois. C'est pas des gens très pragmatiques, c'est vraiment des théoriciens, quoi. Et on nous a bombardé de théorie, il n'y avait pas de pratique.
Et moi, ça me parlait pas, quoi. Je me disais, mais à quoi ça sert toute cette théorie? Moi, j'ai envie de réaliser mes rêves, donc je suis assez pragmatique. J'ai envie de faire, en fait. J'ai envie de concrétiser. Il n'y avait pas de place à la créativité, tu vois, il n'y avait pas de place aux rêves, il n'y avait pas de place à tout ça. En fait, on te brise parce qu'on te remplit de contenus qui sont théoriques. Et on te remplit, on te formate. C'est du formatage, ouais. Okay. Ouais. Du coup, de Sciences Po, qu'est-ce que tu fais du coup après? Tu finis quand même Sciences Po? Ouais, je suis quand même allée jusqu'au bout parce que je sentais au plus profond de moi qu'il fallait que j'aille jusqu'au bout. Ouais. Et heureusement, parce qu'aujourd'hui, je sais que si j'avais pas été jusqu'au bout, j'en serais pas là aujourd'hui. Parce que derrière le côté formatage, derrière le côté assez académique, ça m'a donné une structure. Et ça m'a donné un esprit analytique, une structure, des capacités rhétoriques. C'est de là que je les tiens. Oui, parce qu'enfant, j'étais très timide, donc je parlais pas, en fait. Et c'est là où j'ai commencé à développer ces capacités-là, à prendre la parole, parce qu'on était obligé, et à découvrir qu'en fait, derrière ma timidité, il y avait un véritable don naturel pour parler. Tu vois? C'est fou quand même. Génial. Et ça, c'est grâce à Sciences Po, tu vois? Donc c'est ce qui a révélé certaines de mes qualités par l'inconfort du coup, parce que c'était inconfortable pour moi à les exposer. Je me rappelle encore devant le tableau, devant tout le monde et tout, à devoir parler pendant des heures et tout. Ah non, mais c'était horrible. Et en fait, et puis même, tu sais, les mémoires où tu dois présenter devant un jury, enfin, ils te mettent quand même dans des conditions qui sont intéressantes, c'est de rien. Oui, parce pour la vie future. Finalement, si tu n'étais pas passé par là, ces capacités rhétoriques-là, le fait de devoir se faire violence pour y arriver, serait jamais arrivé. Mais je me suis fait très violence parce que je suis tombée malade, hein, quand même. J'ai eu des soucis de thyroïde, j'ai eu des soucis de dépression, j'ai eu des gros soucis avec l'alimentation. Beaucoup de problèmes de santé, ouais. Beaucoup de problèmes de santé. Donc ça a été très dur, mais au milieu de tout ça, il y a quand même eu une année où à Sciences Po, la 3e année, on part à l'étranger. D'accord. Et c'est là où je suis partie à l'étranger et c'est là où j'ai connu le premier amour de ma vie. Alors pour le coup, là, c'est vraiment le premier émoi, le premier élan amoureux. Et là, tu vois la différence entre toutes ces années où il se passe rien émotionnellement parlant, finalement. Tu sais pas trop. Ouais. Et puis quelque chose où tu sens qu'il y a du respect, il y a quelque chose de profond derrière, il y a une écoute, il y a une attention, il y a un échange, quoi, il y a une relation. Voilà. Il n'y a pas juste une consommation. C'est ça. C'est le fil rouge de ta vie, c'est que tu as besoin de donner du sens. Et s'il n'y a pas ce sens-là, même dans tes relations, enfin je dirais surtout dans les relations, ça marche pas, quoi. Ah non, pas du tout. C'est sûr. Donc là, on quitte Sciences Po. Et après Sciences Po, je me casse. Okay. En fait, après Sciences Po, j'ai eu pas mal d'événements qui se sont précipités. J'avais commencé un métier, parce qu'à Sciences Po, en fait, en dernière année, j'avais choisi un master où on était en alternance. J'en pouvais plus de la théorie. Et mon chef de master, je l'avais convaincu de m'autoriser à faire une alternance sur un sujet qui n'avait rien à voir avec le master. Donc c'était au sujet de l'entrepreneuriat social et solidaire. Donc tu sais, tout le champ de l'économie sociale et solidaire qui aujourd'hui est très connu, mais qui à la base, tu vois, le label ESS, quand j'ai commencé à faire ce métier, il venait juste de sortir, tu vois. Donc c'était quelque chose de nouveau, il n'y avait pas beaucoup de monde qui connaissait. Aujourd'hui, tu as l'impression, tu parles d'économie sociale et solidaire, tout le monde est au courant, mais à l'époque, pas tellement. Et mon directeur de master, j'ai dû lui faire des pieds, des mains, et en fait, ça a donné un sens à ma vie. Et j'étais responsable d'une antenne pour un mouvement qui fédérait justement tous ces entrepreneurs. Donc je fédérais un mouvement, j'animais un mouvement et je commençais à faire un peu d'événementiel en fait. Et je me suis rendu compte que ça me plaisait. Et ça donnait un sens à ma vie parce que c'était des entreprises qui avaient un sens, tu vois, un sens pour la société, un sens pour l'environnement. Mais ça, c'était beau 5 minutes en fait. Ça n'a pas duré longtemps. Et à nouveau, ça a été beau. Je me suis rendu compte au début, tu sais, c'est comme quand on te fout des paillettes dans les yeux. Au début, t'es trop contente, t'as trop du sens, c'est génial. Et puis au bout de quelques mois, j'ai réalisé l'envers du décor. J'ai réalisé que derrière une association, il y avait des gens et que ces gens souvent étaient en burn-out, tu vois. J'ai réalisé que derrière une belle identité sociale, il y avait des gens qui derrière en tiraient des profits. J'ai réalisé plein de choses comme ça, en étant dans le tu vois, dans le truc. Et puis je me suis rendu compte que finalement dans ce milieu, on retrouvait les mêmes mécanismes que dans le milieu capitaliste de base, et qu'en fait c'était juste une étiquette que certains se mettaient, pas tous, mais concrètement il y avait la majorité quand même qui se la mettait, tu vois. Et du coup ça m'a dégoûtée. J'ai commencé à sentir le non-élan qui arrivait, à me dire attends, mais je voulais encore y croire, tu vois. En fait je suis une espèce de rêveuse, quoi, tu vois. Je voulais encore y croire, donc je m'accrochais, mais la réalité était horrible, quoi. Et puis là mon père est décédé. D'accord. Voilà, j'ai tout arrêté. Total. J'ai tout arrêté parce que en fait je me suis retrouvée dans un état de mutisme.
C'est-à-dire, pendant 6 mois à peu près, j'ai pas parlé. J'arrivais plus à parler. Donc je suis passée d'un métier où je faisais que parler, parce que mon métier c'était de rencontrer des gens, de parler, et bien, j'arrêtais pas de parler en fait. Et puis là, je suis tombée 6 mois, je n'arrivais plus à parler. Donc 6 mois dans mon lit, mais même encore aujourd'hui, quand j'y réfléchis, je ne sais même pas ce qui s'est passé en fait. Je n'ai pas de souvenir de cette étape. Mais ce que je c'était vraiment un état de dissociation. Le choc, dissociation, plus là. J'étais pas là du tout. J'arrivais pas à parler, j'arrivais pas à me mouvoir dans mon corps physique. Je suis restée dans mon lit pendant 6 mois, ouais. Mais je m'en rappelle pas. Et du coup, tu avais toujours ce travail à côté à ce moment-là, ou du coup tu avais décidé de partir déjà? Tu as tout arrêté? Tout arrêté. Ouais, je suis partie en roue libre et puis je me suis laissée tomber parce qu'en fait, j'avais plus rien à quoi me raccrocher parce que finalement, j'arrêtais un métier où je m'étais rendu compte que c'était pas du tout le rêve de ma vie. En même temps, mon père était décédé, donc je venais de prendre un électrochoc de fou. Et puis j'avais, du coup, tu sais, quand t'arrêtes quelque chose, d'un seul coup, t'as toutes tes problématiques qui jaillissent. Bien sûr. Tu vois, tout ce que t'as mis de côté. C'est ça, je dormais plus, tu vois, par exemple. J'étais insomniaque. Bah oui, mais je m'en foutais, moi. Ce qui comptait, c'était de réaliser des projets. Je dormais 2 heures par nuit, je m'en foutais, quoi. J'ai fait ça pendant des années. En fait, t'es passé de l'action à 100% à l'inaction à 100%. Donc tu passes 6 mois à l'IT. Qu'est-ce qui fait que tu sors de ton lit au bout de 6 mois? Il s'est produit un truc. Ça, je m'en rappelle, par contre. C'est un matin, je me suis réveillée. En fait, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, je me suis rappelée d'un souvenir d'enfant. Et c'était moi, petite, 7 ans et demi, c'est la Charlotte de 7 ans, qui disait quand même à sa mère, bon maman, maintenant Noël, les cadeaux, j'en ai ras le pompon, hein, c'est pas du tout, j'en ai rien à foutre de votre matière, là, déjà de base ça m'intéressait pas en fait. Et je lui dis, tu sais, moi ce que j'aimerais maman, c'est faire le tour du monde en fait. Et du coup, si tu pouvais plutôt me mettre de l'argent à 7 ans, on est bien là à 7 ans. Ouais. Ok, incroyable. Et je me rappelle de la tête de ma mère, tu sais, genre, mais c'est qui celle-là? Tu sais, dans ma famille, personne n'a voyagé, c'est pas du tout des baroudeurs, tu vois, ils sont pas du tout dans cet état d'esprit-là, en fait. Et je lui dis ça, et là, je rêve de ça. Et je me réveille le matin et je me dis, c'est ça, en fait. C'est ça. Allez, c'est le moment. Incroyable. Donc 6 mois d'inaction totale, mais vraiment, c'est comme si ta vie a été mise entre parenthèses. Tu fais un rêve qui te reconnecte à ton rêve d'enfant. Et là, tu te dis, c'est ça, il faut que je voyage, quoi. Bon, je voulais pas voyager sans aucun sens. Hein, évidemment, toujours. Il y avait toujours la question du sens quand même. Hein. Parce que je me suis dit, je pars toute seule avec mon sac à dos et je fais quoi? Enfin, tu vois, c'est quoi le sens derrière? Et donc, j'ai eu besoin de me raccrocher à un sens que derrière, j'ai lâché. Hein. Mais au début, j'ai créé une association qui avait pour but, voilà, de participer à des projets collectifs, de faire du volontariat, des choses comme ça, tu vois, des actions de terrain dans les pays. Et c'est toi qui as monté l'association? Tu t'es pas rallié à une association déjà existante? Non. J'ai levé des fonds, enfin tu vois, j'ai fait des projets au Népal, j'ai levé de l'argent pour construire des villages, parce que j'arrivais dans des pays où tout était, pas du tout comme chez nous, tu vois. Il y avait un choc fort, puis j'avais envie de me mettre au service d'eux. Donc il a fallu d'abord que je passe par la matière, tu sais, par le faire à l'extérieur, pour ensuite cheminer à l'intérieur. Comme souvent. Hein? Il n'y a pas de secret. Donc là, tu pars au Népal, tu restes combien de temps là-bas? C'est son premier voyage vraiment après déclic, le Népal. C'est ça. Tu restes combien de temps au Népal? En fait, je suis restée 3 mois et je suis revenue. Je suis revenue en France. Parce qu'en fait, je suis restée 3 mois et j'ai fait justement avec mon rêve là, j'ai levé de l'argent. Donc, pour lever de l'argent, en fait, il y avait eu le séisme au Népal et tout était détruit à Katmandou. Je suis arrivée là, je me suis dit, tu sais quoi, il faut lever de l'argent, il faut les aider à reconstruire. Et du coup, je me suis dit, mais comment je peux lever de l'argent? Moi, personne ne me connaît. Enfin, tu sais, à l'époque, je n'étais pas du tout comme aujourd'hui. Hein. Donc, je suis comme tout le monde. Hein. Je suis partie de zéro. Hein. Persona, non grata, ni vu ni connu, je t'embrouille. Hein. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire une action qui va donner aux gens l'envie de soutenir. Et du coup, je me suis dit, je vais me lancer un défi sportif. Je vais faire une ascension dans la région de l'Everest de 5 sommets de plus de 5000 mètres. Et en gros, l'idée, c'est de lever 5000 euros. Et dire aux gens, si je monte 1 mètre, tu me donnes 1 euro. Et je lève 5000 euros comme ça, et ces 5000 euros, je les reverse à des communautés locales pour qu'ils construisent leur village. D'accord, ce que tu as réussi à faire du coup. Ouais, mais que j'ai fait un peu dans la lutte. À l'époque, je ne m'en rendais pas compte. Donc du coup, je suis tombée malade, j'ai attrapé la dengue, j'ai eu un gros choc d'altitude, parce que je suis montée trop vite, et j'avais pas du tout le recul d'aujourd'hui, donc j'ai fait un peu n'importe quoi. Et du coup, j'ai eu un contre-coup énorme et j'ai dû rentrer en France. D'accord, à cause de ce contre-coup.
Ouais, et Ouais. puis la dingue surtout, parce que là, ma mère, j'ai cru qu'elle allait se chier dessus. Non, là, c'était compliqué, ouais, quand même. Et j'étais seule, hein, faut quand même le rappeler, Ouais. femme, toute seule, j'avais 22 ans, enfin voilà, tu vois, c'était Et un là, on peu... est quoi? On est dans les années 2016-2017? Bah ouais, c'est ça, attends, j'avais 22 ans, là, je vais avoir 30 ans, c'était il y a 8 ans. Ouais. Donc, du coup, tu rentres en France avec l'idée de te remettre sur pied. Bah, Bah oui, c'est ça, en fait, je rentre en France un peu démoralisée, quoi. Je me dis, oh merde, j'ai échoué, tu vois, Ouais. en fait, c'était pas ça. Ouais. Tu vois, et j'aime bien partager ça parce que souvent, quand on reconnecte avec certains rêves ou qu'on a certaines synchronicités, faut pas s'étonner qu'il y a quelques obstacles sur le chemin, tu vois. Et à l'époque, je me dis, ah bah tu vois, c'est que c'était pas ça, donc je rentre en France, je boudine un peu, tu vois, je me dis, ah mais je me suis gourée depuis le début, tu sais, je remets tout en question. Ouais. Et en fait, je m'étais pas rendu compte que j'étais revenue en France pour déposer mes valises. J'étais partie avec un sac à dos gros comme ça au niveau physique, mais aussi au niveau énergétique, tu vois. J'étais partie avec tous mes problèmes sur mon dos, quoi. Et en fait, j'avais besoin de rentrer pour justement lâcher mon sac à dos, lâcher tous mes problèmes, lâcher tout ce avec quoi j'étais partie, parce que j'étais partie avec toutes mes aspirations, tous mes rêves. J'étais partie dans le même état que celui que j'étais en France, tu vois. J'avais pas bougé d'un iota, en fait. Et j'avais besoin de bouger. Et bouger intérieurement. Et en fait, ce qui s'est produit, c'est que pour m'aider à me restaurer, vu que j'étais très fatiguée, je suis partie en Islande. Ah, du coup, tu Et là, rentres en France pour repartir. C'est ça. Je suis partie en Islande, pas très loin, tu vois, en Europe. Et en fait, en Islande, j'ai vécu des états de communion avec la nature tellement fort que ça m'a reboosté, ça m'a reconnecté en fait, ça m'a réancré. J'avais besoin de me réancrer parce que j'étais partie dans les pays, tu sais, asiatiques où ça plane pas mal quand même là-bas. Et enfin, c'est quand même des pays, tu vois, énergétiquement, c'est pas du tout comme ici. Hein. Et du coup, je me suis réancrée en Islande, j'ai fait tout le tour de l'Islande. Et ensuite, quand je suis rentrée en France, je me suis dit, ah ça y est, là je peux repartir. Ok. T'as senti que t'avais déposé tes sacs à dos, c'est bon, ils étaient déposés. C'est ça. Il y avait quelque chose qui avait changé. Et je suis partie direction la Mongolie. Et pourquoi la Mongolie? Ah bah écoute, alors ça, donc là tu passes quelques mois en Mongolie ou en Asie? Je suis un mois en Mongolie, ou 2 mois, je sais plus, 1 ou 2 mois, je sais plus. Et c'était extraordinaire, parce que la Mongolie c'est vide en fait. C'est vide, c'est un désert incroyable, et le désert c'est ce qui m'a le plus touchée dans mon voyage. Alors les gens m'ont touchée évidemment, hein, et les gens m'ont énormément touchée. Mais le désert, ça m'a touchée plus profondément parce que, tu sais, dans cet échange avec le vide, parce qu'il n'y a rien, et ben, tu contactes ce que t'es en fait. Et ça se fait tout seul. Et du coup, ça m'a bouleversée, moi, le désert, parce que je me suis retrouvée face à ce vide et face à moi-même pour la première fois de ma vie. Et j'ai vécu une expérience extraordinaire dans le désert, alors que voilà, j'étais avec un groupe de gens, ils trépinaient, ils savaient pas quoi faire, enfin, tu vois, le désert, il n'y a rien, quoi, tu vois. Et puis moi, j'étais dans un état de... comme si, d'un seul coup, tout prenait son sens, alors qu'il n'y avait rien. D'accord. Donc au contact du vide, t'as rencontré ton plein, finalement. C'est ça. J'ai rencontré quelque chose. Et du coup, ça m'a bouleversée. Hein. Et puis en Mongolie, j'ai aussi eu la chance de rencontrer voilà, certaines populations plus chamaniques. Il y a eu à la fois la rencontre avec les éléments, avec la vie, avec le vide, et puis la rencontre avec des gens. Et ces rencontres avec ces gens, ça m'a bouleversée énormément parce que c'était d'autres cultures, d'autres manières de voir la vie. Ça m'ouvrait, d'un seul coup, je sortais de ma vision familiale, matérialiste, machin chouette, et je me disais, mais en fait, il y a énormément de visions de la vie, c'est incroyable, il y a des gens qui vivent comme ça, d'autres comme ci, d'autres comme ça. Et à chaque fois, ça venait me refléter une part de moi, tu vois. Et je commençais à me rendre compte que j'avais peut-être pas un problème finalement. Parce que moi, toute ma vie, on m'avait dit que j'avais un problème. J'avais fait pas y croire. C'était premier contact avec des chamans en Mongolie? Oui, j'avais fait quelques contacts avant, parce qu'en fait, quand mon père est décédé, j'ai eu un électrochoc tel que je suis restée alitée, etc. Mais il y a quand même quelque chose que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à m'ouvrir progressivement. C'est-à-dire qu'il est parti dans une situation tellement abrupte, j'ai pas pu lui dire au revoir, on avait des contentieux, enfin c'était difficile comme relation, que je pouvais pas rester comme ça en fait. Je pouvais pas dormir, je pouvais pas, j'avais besoin de lui parler en fait. Et ben j'ai commencé à m'ouvrir à la spiritualité à ce moment-là. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu lui parlais? Non. J'ai rencontré par hasard des gens qui étaient médiums, qui parlaient avec les esprits, qui contactaient les morts, l'au-delà. Ça a commencé comme ça en fait. Ça a commencé comme ça. Parce qu'il y avait au fond de moi une voix qui me disait, il faut que tu nous parles.
D'accord, et on est bien d'accord avant que Charlotte, avant, pardon, tu étais Oui. très cartésienne. Ah ben à mort. Ouais. Ah ben à mort, mais j'y croyais pas du tout à ça en fait. C'est parti de la matière en fait. C'est parti d'un mal-être. C'est parti de je peux pas survivre si je lui parle pas. Bah, tu vois, je peux pas. C'est parti de la matière, c'est pas parti du tout d'un délire. Tu vois, c'était pas oui, il faut que je lui parle. C'était viscéral quoi. C'est oui. parti du bide quoi. C'était dans le bide. C'était dans le bide. C'était, je pouvais plus manger, je pouvais plus dormir. C'était un truc dans le bide. Je me disais, mais moi, il faut que je parle. C'est même pas une question, est-ce que ça existe ou pas en fait. Là dans l'instant, il faut que je parle. C'était très pragmatique. Et du coup, vu que j'ai mis l'intention 2, bah, j'ai croisé quelqu'un sur ma route. Oui, bah oui, forcément. Forcément. Et ça m'a énormément troublée parce que, effectivement, quand elle a commencé à canaliser des choses comme ça et qu'il y a eu cet échange, mais c'était. Tu sais, il y a des expériences dans la vie où tu doutes et où tu dis oui, non, là, elle a raconté n'importe quoi, oui, non, mais tu mets ton mental dessus et t'analyses et tu te dis mais non. Ouais. Voilà. Il y a plein des expériences comme ça où tu sais, c'est une démarche qui sort de la tête et du coup, c'est une réponse par la tête. Mais là, c'était une démarche qui sortait du bide en fait, qui sortait du cœur. Et du coup, la réponse était dans le bide et dans le cœur. Et en fait, quand ça s'est produit, qu'il y a eu tous ces échanges, etc., mais il y a eu une remontée d'émotions, de machins, de trucs, si bien que je pouvais pas dire qu'il se passait rien. Tu vois, ça se sentait tellement dans le corps, il y avait rien dans ma tête. C'était dans mon corps que je me disais, ouais, bon, que ça soit lui ou pas lui au bout du film, franchement, ça change rien parce que là, franchement, ce que je suis en train de ressentir, je le ressens vraiment. Et ça, c'est pas une histoire, tu vois. Donc ça m'a ouvert, en fait, à tout ça. Et c'est pour ça que quand je suis partie voyager, il y avait la porte qui était déjà entrouverte. Un petit peu. Et donc ça a attiré à moi, ça a magnétisé des expériences sur le chemin qui ont été assez spirituelles dès le début. Dès le début. Ok, la porte était ouverte, mais entre une porte un peu ouverte et rencontrer des chamans, j'imagine que, enfin là, la porte, elle est carrément défoncée, quoi. C'est ça. Tu vois, il y a quand même un grand écart. En fait, après, le truc, c'est que quand je suis d'un naturel très curieux, donc quand on a piqué ma curiosité, après, a suivi l'étape de putain, il s'est passé ça, maintenant je veux comprendre. Tu vois. C'était ça en fait, je veux comprendre. Maintenant que j'ai ressenti ça, que j'ai vu ça, parce que voilà, j'avais à l'époque, j'avais une facilité, étant très très sensible, mais je suis toujours très sensible, mais je ne m'identifie plus à ça aujourd'hui, mais à l'époque j'étais très identifiée à ça, et donc une très grande sensibilité, et du coup c'est vrai que la première fois qu'on a joué du tambour à côté de moi, mes yeux se sont fermés tout seuls et je suis partie. Et les clairs se sont ouverts, moi c'était 3D quoi, enfin, tu vois, j'avais la vision, la vision, l'odorat, tout en fait, j'étais dans un voyage dont je ne peux absolument pas douter, parce que c'était plus réel que la réalité. Donc je suis partie très très vite, tout s'est ouvert très très vite, en fait au décès de mon père tout s'est ouvert, mais tout s'est ouvert très fort, et d'un côté j'ai eu extrêmement peur, et d'un autre, ça a piqué ma curiosité, mais à un point, tu sais, c'est comme quand tu ouvres une boîte de Pandore. Mais oui, c'est ça. Je dis, c'est vraiment cette impression que ça donne, en fait. C'est vraiment cette idée de boîte de Pandore. Elle a été ouverte, mais là, il y a tout qu'il y a à voir, à explorer, à comprendre. Et puis, c'est infini, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et là, je ne pouvais plus faire demi-tour. Ça avait été trop fort, en fait. Mais je pense qu'aujourd'hui, que c'est pour ça que ça a été si fort. Parce que si ça avait été moins fort, j'aurais fait demi-tour. Parce que d'un naturel quand même assez cartésien, et ben il fallait que ça soit fort, parce que fallait bousculer ce cartésien, tu sais, à l'intérieur de moi, ce truc 1 plus 1 égale 2 quoi, allez vous faire foutre, genre ça changera jamais. Et du coup ça m'a bousculé très très fort cette ouverture, vraiment, ça a été extrêmement déstabilisant. Mais ça a piqué ma curiosité tellement profondément que j'ai pas pu faire demi-tour. En fait, j'ai pas choisi d'enfoncer la porte. J'ai pas pu faire demi-tour. C'est complètement différent. C'est pas la même chose. Tu continues ton voyage. Du coup, tu es en Mongolie. Après, tu continues ton voyage. Et en fait, j'aimerais bien t'amener en Inde. Comment tu atterris en Inde? Et comment tu atterris dans l'ashram d'Ama au même temps qu'elle y est? Bah en fait, j'ai atterri en Inde parce qu'il y avait un programme en Inde qui s'appelle le Jagriti Yatra. C'est un programme dédié aux auto-entrepreneurs indiens. Et en fait, c'est un programme de 15 jours où, avec 500 Indiens, donc jeunes de mon âge, à peu près la même tranche d'âge, tu pars dans un train. Et ce train, qui s'appelle le Jagriti Yatra, qui est un voyage en fait, ce train fait le tour de l'Inde. On a fait je ne sais plus combien de kilomètres, c'était un truc délirant. Et tu fais 15 étapes durant ce voyage, 15 étapes au cours desquelles tu rencontres des pionniers du changement durable, de l'écologie, du développement social en Inde.
Et en fait, moi, ce programme, j'en avais entendu parler parce que quand je bossais à Lyon dans l'entrepreneuriat social, et ben, il y avait plein d'associations et il y avait des gens qui m'avaient parlé de ça. Voilà. Et du coup, mon rêve, c'était de faire ça. Et donc, j'avais postulé. Il faut savoir qu'il y a 5 places pour les internationaux par an. J'ai été prise. Voilà. J'ai monté un dossier, j'ai été prise. Et du coup, je me suis retrouvée. Alors, j'étais loin de m'imaginer l'expérience initiatique que ça allait être. Parce que je me suis retrouvée 15 jours dans un train avec 500 Indiens. Dans un train en Inde. Indiens, hommes et femmes? Mélangé, hein. Ouais. Oui. Ouais. Mélangé, mais tu sais, dans les couchages, on était femmes et hommes. Tu vois, okay. C'est séparé quand même en Inde. Hein. Mais voilà, je me suis retrouvée avec 500 Indiens dans 3 mètres carrés pendant 15 jours. Et c'était bouleversant parce que j'ai vu également toute l'Inde à travers mes yeux, c'est-à-dire on a fait tout le tour en train quand même, donc surtout les odeurs, ça c'est un souvenir. La nuit, tu te réveilles parce que tu as les odeurs, tu vois, tu es en train de passer une zone et ce qui te réveille c'est les odeurs. C'est pas les bruits, c'est les odeurs. Et je peux te dire, les odeurs, elles sont implantées dans mon cerveau avec une telle profondeur, j'ai jamais senti ça de ma vie, enfin, c'était bouleversant sur tous les sens, c'était un remplissage de sens en fait. Et ça m'a beaucoup bouleversée. Et quand j'ai fini cette expérience, je me suis retrouvée anesthésiée, c'est-à-dire c'est un peu en léthargie là. Et d'un seul coup, je me suis rappelée d'un truc. En fait, quand j'étais à Lyon et que j'ai rencontré cette femme qui commençait à m'ouvrir et communiquer avec mon père, et ben quand elle faisait ça, elle mettait des musiques. Et une des musiques, c'était Amma. Mais moi, je savais pas, tu sais. Elle met la musique et ça me transperce. Et à la fin du truc, je dis mais c'était qui chantait? Elle me dit, bah c'est Amma. Je dis, c'est qui Amma? Elle me dit, mais enfin, regarde sur internet en Inde. Et donc, j'étais rentrée chez moi, j'avais pianoté, tu vois. Je me dis, mais c'est qui celle-là? Tu vois, par curiosité. Et je me suis dit, oh, c'est quoi, si un jour ça se présente, je suis en Inde, pourquoi pas, tu vois. Et je finis le Jari Griti Yatra, j'avais complètement oublié Amma. Hein. Ça s'était passé il y a 7 mois en arrière, j'avais complètement zappé. Et enfin, 1 an en arrière même. Et je finis cette expérience, je me retrouve à Goa, donc horrible, hein. Enfin franchement un spot pas indien du tout pour le coup. Et j'étais pas bien. Et puis d'un seul coup, je me pose dans mon lit et me revient l'image d'Ama. La musique. Ah non, l'image d'Ama. C'est sa tête. Ouais. Et là, je me dis, mais c'est quoi ce délire? Je pianote sur internet, Amma, ashram, machin chouette, ça veut dire que j'étais à côté. Bon, faut quand même savoir que l'Inde c'est grand, hein, j'étais à côté. Et là, je vois qu'elle est dans son ashram. Il faut savoir qu'elle est dans son ashram 1 à 2 mois par an. Elle n'y est jamais en fait. Et je me dis, bah tu sais quoi, j'y vais. Donc le lendemain, j'y suis allée. Ok, et du coup, t'as passé du temps dans son ashram? Ah bah du coup je suis arrivée et en fait à l'instant où je suis arrivée je voulais me casser parce qu'en fait je suis arrivée là et c'était horrible, c'est-à-dire j'ai commencé à pas bien me sentir, tu sais, alors aujourd'hui je sais ce que c'est mais à l'époque je savais pas ce que c'était. J'ai commencé à trembler beaucoup, je dormais pas, j'avais beaucoup de choses dans la tête, ça bougeait en tous les sens, très agitée, je tremblais. À chaque fois que je me posais pour les méditations, j'avais plein d'images, plein de trucs, tout était, mais tu vois, puissance 10 000, et j'étais perdue. Tout ouvert, tout trop ouvert, planant complet, manque d'ancrage complet, pas bien du tout. Et du coup, je me sentais pas bien et j'ai commencé à faire une fixette et à me dire, mais c'est à cause d'elle, en fait, c'est peut-être un démon, tu sais, ce genre de truc là. Okay. J'ai commencé à avoir peur, voilà. Et je me suis dit, mais c'est une ambiance particulière comme dans les ashrams. Les gens, faut quand même imaginer, hein, toi tu sors d'Europe et tu arrives dans un endroit où les gens ils s'allongent par terre et ils vénèrent quelqu'un quand même. Enfin, voilà, quand tu as un héritage judéo-chrétien qui est pas très en paix avec soi-même et que tu arrives dans un truc comme ça, oh là, tu te demandes où tu débarques. Ça trembler, tu vois, à pas être bien. Tu te dis, putain, je suis tombée dans une secte, il y a un problème ici. Enfin, tu vois, j'ai commencé à flipper en fait. Et puis, dans l'ashram, il y a des activités. Et en fait, il y avait notamment des activités sur le clair ressenti, sur comment s'ancrer, des choses comme ça. D'accord. Et en fait, j'ai participé à une activité et j'ai rencontré des gens qui étaient nouveaux d'Ama, justement, et qui étaient très proches d'elle, et qui ont commencé à me transmettre des choses qui m'ont permis de changer mon regard et qui m'ont aidé à comprendre ce qui était en train de se passer dans mon corps. Parce que c'était un festival tellement intense que je ne comprenais pas et j'étais paniquée, en fait. Et ils m'ont énormément aidée et au moment où vraiment, tu vois, le paroxysme de j'en peux plus, je me casse, je suis tombée gravement malade. Et j'ai pas pu partir parce que j'étais vraiment très malade et du coup j'ai dû rester. Et donc j'étais partie pour y rester 2 jours et je suis restée 2 mois. 3 mois même. Incroyable. Incroyable. Ouais.
Et j'ai découvert le service des intéressés, et ça m'a bouleversée également, parce que j'avais, et j'ai toujours, hein, je vais pas commencer à imaginer que c'est fini, mais j'avais quand même, à l'époque, un orgueil très très grand, tu vois, le français, quoi, tu vois. Et c'était hors de question, pour moi, à l'époque, dans ma matrice, genre, de commencer à faire du karma yoga, tu vois, genre me mettre au service. Je comprenais pas l'intérêt en fait, ça me parlait pas du tout. Alors t'imagines, hein, franchement, alors quand je m'entends, je me dis putain ça craint. Hein. Et en plus, le pire c'est quand t'arrives dans cet ashram, le premier truc qu'ils te disent c'est bonjour, il faut tout de suite aller au bureau du karma yoga pour s'enregistrer et commencer le karma yoga. Et moi, quand tu me dis un truc à faire, systématiquement je le fais pas. Rédhibitoire. Donc je me suis braquée en fait avec le karma yoga et au bout d'une semaine, parce que tu reçois des petits papiers quand tu vas pas, hein, genre t'as des alertes, tu vois, c'est pas bien. Et ça m'énervait trop parce que j'avais un gros problème avec l'autorité. Et au bout d'une semaine, je me dis, bah allez, tu sais quoi, j'y vais quand même. Allez, je vais au bureau, je me retrouve face au gars, je dis, bon, allez, c'est bon, je suis là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit, bah écoutez, il me reste une place là pour nettoyer les toilettes. Je fais, pardon. Il me dit, oui, nettoyer les toilettes publiques là, de l'ashram. On est en Inde, hein. On est en Inde, on est dans un ashram où il y a je sais pas combien de gens qui tournent par jour. Et là, il me parle des toilettes publiques. Et là, je vrillais. Et je me dis, non, c'est une blague. Non, mais c'est une blague. Il fait 45 degrés, et t'es dans les chiottes, à récurer la merde de tout le monde. Et là, je me dis, oh là là, ça c'est joli, hein. Ça c'est joli. Je l'ai pas capté tout de suite, hein. Ouais. Mais a posteriori, qu'est-ce que ça m'a fait rire? Mais qu'est-ce que ça m'a fait rire? Je me mette à nettoyer la merde. C'était symboliquement, c'était fabuleux. Donc j'ai nettoyé la merde pendant une semaine. Et au bout d'une semaine, j'ai rencontré un gars qui m'a dit, écoute, moi je suis au secteur poubelle, si tu veux une place. Excellent. Et je suis passée des chiottes aux poubelles. Et j'ai pendant 2 mois ramassé les poubelles de tout l'ashram et fait le tri sélectif de tout l'ashram. Et était dans les poubelles, donc le nez dans la merde pendant 3 mois. Et ça a été l'expérience la plus initiatique de ma vie. Voilà. Parce qu'en ramassant la merde, je me suis rendu compte que c'était la mienne que je ramassais. Hein. Eh ben ouais, bah oui. Voilà. Incroyable. Du coup, après cette expérience de l'Inde, tu rentres en France, tu continues à voyager? Bah, en fait, entre deux, j'avais rencontré un petit ami au Népal. Pendant toute cette période de voyage, tu fais des allers-retours au Népal? Ouais. Ok. Je fais des allers-retours au Népal et avec la France aussi. D'accord. Parce que j'avais besoin de reconnecter avec les racines tout le temps. Okay. Quand je suis partie au voyage, je me suis dit, ras le cul, les Français, je les emmerde. Et en partant voyager, je me suis dit, non, le jour où je dois faire quelque chose, c'est en France que je dois le faire. Ouais. Et ça m'est apparu quelque chose de très logique. Et ça a été aussi un grand retournement parce que moi, j'étais partie sans billet de retour. Hein. Je m'étais dit, tu sais quoi, en fait, je rentrerai jamais. Et ce pays de connards, là, les Français, nanana, j'étais partie dans une colère quand même avec la France, tu sais, le système français, les gens qui se servent des autres, tu sais, je voyais que ça à travers mon prisme de l'époque. Et du coup, j'étais partie dans cette colère-là. Et en fait, de pays en pays, je me suis rendu compte que ma vie, en tout cas, ma vie prendrait un sens en France. Et c'est en France que je devrais œuvrer. Donc, c'est pour ça que je faisais beaucoup d'allers-retours, inconsciemment, parce qu'au début, je ne savais pas trop pourquoi, mais ça s'est dévoilé au fur et à mesure. Et puis, c'était posé à un moment un problème, parce que j'étais amourachée d'un Népalais, et en même temps, je sentais que je devais rentrer en France. Ouais. Voilà. Et ça s'est terminé, cette histoire, parce qu'il n'a jamais pu venir en France. Il faut savoir qu'au Népal, c'est très compliqué hein, pour un Népalais, mais même pour les Indiens. Hein. Ça dépend d'où tu viens en Inde et d'où tu viens au Népal, enfin de quelle catégorie de famille tu viens. Mais avoir un visa pour la France, c'est hyper compliqué. Ouais, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose, franchement. Il l'a jamais eu en fait. Il l'a jamais eu, donc cette histoire s'est terminée par la force des choses. Ça a été un gros chagrin. Très très gros chagrin. J'imagine. Là, ça a été très dur. Donc, du coup, voilà. Mais c'est ce qu'il fallait vivre. Parce que c'était en France. Ouais. Voilà. Parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'en Inde, tu te formes au yoga. Oui, je découvre tout en fait. Je découvre tout de cet ashram. Il y a eu plein de choses qui se sont dévoilées au fur et à mesure. Voilà, j'ai commencé à avoir des clairs qui se sont ouverts, mais qui se sont ouverts à tel point que tu sais, c'était de la médiumnie en fait. Mais à l'époque, je ne savais pas. Je croisais quelqu'un dans la rue, je connaissais sa vie, tu vois. J'avais accès à tout le champ informationnel tout le temps, de tout le monde, tout le temps. Mais je ne savais pas du tout le canaliser. Ouais. Donc, vu que je me suis retrouvée avec ça et que je n'avais pas choisi, bah après, je me suis dit, il faut que j'apprenne à m'en servir. Ouais. Donc, je suis tombée dans ce truc de il faut que je m'en serve, nanana, donc les formations, les machins, les bidules. Je me suis perdue dans tout ça. Parce que d'un truc, t'arrives à un autre truc, Et en fait, c'est infini. Et en fait, il y a toujours plus.
et tu passes du toujours plus consumériste au toujours plus spirituel, quoi. D'accord, ça veut dire que t'as consommé des formations, Ouais. c'est ça? Ah ouais, okay. Ouais. Bah oui, parce que c'est parti d'un mal-être, en fait. C'est parti de qu'est-ce que tu sais, quand t'es un moldu ancré en 3D et que d'un seul coup t'as des dons psychiques qui se révèlent, t'as tout de suite l'impression qu'il faut que t'en fasses un truc et que t'es extraordinaire, tu vois. C'est la première impression qui te vient, c'est que t'es extraordinaire. Et que t'es différent et que c'est incroyable et que il faut que forcément t'as une mission pour l'humanité ou je sais pas quoi. Je suis tombée là-dedans, en fait. Et j'ai commencé à croire que c'était ça, en fait, que j'étais une élue de je sais pas trop où, que j'avais une mission incroyable à réaliser, que j'avais des capacités de guérison, de médiumnie, de machin chouette, tu vois. Et en fait, je me suis perdue, complètement perdue là-dedans. Pourquoi tu dis que tu t'es perdue? J'arrive pas à faire le lien. Ben en fait, tu sais, à force de croire que t'es extraordinaire et que tu dois guérir l'humanité, bah ça se crée, en fait. Ça se crée puisque tout ce en quoi tu crois, tu le crées. Donc, du coup, j'ai commencé à créer un métier de thérapeute, par exemple. Donc, je me suis lancée en thérapeute à mon retour en France. Et puis, j'ai commencé à attirer à moi des gens qui avaient des problèmes à guérir. Et puis, puisque je croyais au fait que j'étais une prêtresse de l'an 3000 et que j'avais des capacités de guérison, ça marchait. Je les guérissais. Et puis, j'étais persuadée que c'était moi, en fait, qui les guérissais. Et puis, vu que j'étais persuadée que c'était moi, au bout d'un moment, quand c'est toi qui fais, c'est pas le divin qui fait, en fait. Donc au bout d'un moment, t'as plus d'énergie. Au bout d'un moment, tu tombes malade. Au bout d'un moment, t'es pas bien. Et au bout d'un moment, tu réalises que tu t'es perdu, en fait. Parce que tu retournes à la case départ. En fait, c'est ça qui se produit. C'est que tu te racontes une histoire, une belle histoire, tu fais des formations, tu t'imagines que t'es un maître ascensionné, tu passes par plein d'étapes, et puis un jour, tu tombes malade. Et puis un jour, c'est-à-dire que psychiquement, ça va pas. Juste pour bien faire le lien pour tous les thérapeutes qui nous écoutent, c'est que tu n'avais pas conscience que ça passait à travers toi et pas par toi. C'est ça, en fait. Et c'est ça, et c'est aujourd'hui de ça dont je parle, c'est ça que aujourd'hui je développe, c'est une conscience de nous ne sommes pas l'étiquette, on est au service d'eux. Et ça passe à travers nous, mais c'est pas nous qui faisons. Mais à l'époque, j'avais personne pour m'aiguiller. Et du coup, j'ai fait mon expérience par moi-même. Vu que j'étais dans un terreau familial où il n'y avait personne dans cet état d'esprit-là, et vu que j'avais pas énormément d'amis dans cet état d'esprit-là, en fait, j'étais toute seule. Et du coup, j'ai mangé la poussière, clairement. Je me suis rétamée, j'ai dû tomber plusieurs fois. Et c'est par le fait de tomber et de me faire mal que j'ai réalisé que j'étais à côté. Mais c'est pas le métier de thérapeute qui était à côté. C'était le fait que je croyais que j'étais ça, en fait. Je croyais que ma vie tournait autour de ça, tu vois. J'étais persuadée que j'étais une grande prêtresse chamane et que quand je jouais sur un tambour, je guérissais l'humanité, tu vois. Ça m'était arrivé là dans ma tête, mais j'étais persuadée, vraiment fort, c'était un enfermement assez fort. Et du coup, c'était une réalité qui était tellement magnifique que quand il a fallu se réveiller de ça, ça a fait un peu mal, quoi. Oui, c'est ça. C'était toute ton identité qui s'était formée autour de ça. Du coup, quand tu te prends la claque, j'imagine qu'elle est violente. Parce qu'il il faut se recréer encore une fois complètement. C'est ça. Et en fait, je suis passée, suite à ce voyage, je suis passée par des étapes de je me crée une identité, elle s'effondre. Je me crée une identité, elle s'effondre. Je me crée une identité, elle s'effondre. Et j'ai fait ça pendant un bout de temps. Et donc, je suis passée par l'identité prof de yoga, l'identité chamane, l'identité thérapeute, l'identité médium, l'identité... Enfin, tu vois, j'ai changé de costume, en fait. Et ça tombait, et ça tombait, et ça tombait. Et je me révélais encore plus. Mais je faisais pas exprès, je me recréais toujours un truc. Et puis, il y a eu un jour où j'ai été appelée, entre guillemets. J'ai eu l'intuition qu'il fallait que je reparte en voyage. D'accord. En fait, il s'est passé une pause d'1 an à peu près. Et au bout d'1 an, j'ai fait une retraite chamanique, justement. Donc, j'étais dans ce cycle de formation, tout ça. Et au cours de cette retraite, j'ai eu une expérience très forte où, tu sais, je me suis retrouvée dans un endroit dans la forêt amazonienne. Et j'ai vu quelque chose de très fort. Et je savais au moment où j'ai rouvert les yeux qu'il fallait que j'aille. Et je me retrouve projetée dans la forêt amazonienne, dans un délire comme ça. Mais ça avait un goût différent par rapport à d'habitude. C'était comme si, quand j'ai rouvert les yeux, mais ce souvenir-là, il partait pas en fait. J'étais omnibulée par ça. Et d'un seul coup, mais ça s'est fait comme ça. C'était vraiment bizarre. Quand j'y repense aujourd'hui, c'était bizarre. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais il faut que j'y aille. Et je me suis retrouvée au Pérou. Clairement, ça s'est fait comme ça. Donc du coup, c'est pour ça que tu pars au Pérou. C'est ça. D'accord. C'est ça.
Donc je me perds pendant 1 an complet dans, tu sais, ce que j'appelle l'ego spirituel, c'est-à-dire dans tous ces costumes de guérisseurs, de machins, de trucs. Arrive une formation où, grâce à ces clairs, je me retrouve parachutée dans une vision qui me touche tellement fort, que c'est tellement fort qu'il faut que j'aille, tu vois. Et je me retrouve du coup parachutée au Pérou. Et à l'époque, je ne réalise pas pourquoi j'y vais en fait. Je sais pas, mais c'était un appel, je ne peux pas le définir. Mais c'était pas dans ma tête. C'était encore une fois dans le bide, tu vois. Et je prends le billet d'avion et je me retrouve au Pérou, tu sais, dans la cordillère des Andes, là, dans la vallée sacrée des Incas. Et en fait, c'est au Pérou que tout a commencé. Donc quand tu vas au Pérou, tu sais pas pourquoi tu y vas? Non, mais durant ce voyage chamanique que je fais, je réalise, parce que moi je connaissais rien à tout ça, il faut quand même savoir que je connaissais rien à ça, mais dans ce voyage chamanique que je fais durant cette formation, je suis dans la forêt amazonienne, et il y a des gens qui cuisinent quelque chose avec des plantes. Et je vois cette plante en forme de liane, je vois des plantes, je vois plein de plantes, mais vraiment c'est très clair la vision, et je les vois en train de cuisiner, de chanter, tu vois, et des chants qui me... Je sais pas, mais tu sais, genre mais un truc de fou, quoi, un appel, mais je peux pas le définir, un truc renversant. Et quand je rouvre les yeux, je vais voir le formateur, et je lui dis, mais c'était quoi ce délire? Tu sais, j'ai besoin de comprendre, c'était tellement fort qu'au bout de quelques minutes, je vais le voir, et je lui dis, mais je comprends pas, ils étaient là avec des plantes, ils chantaient, il me regarde, il fait, mais la plante, elle était comment? Je dis, on aurait dit une liane. Il me dit, bah ça c'est l'ayahuasca. Je dis, c'est l'ayahuasca, mais c'est quoi ce truc? Je connaissais pas, en fait. Et il me dit, bah c'est une plante aborigène dans la forêt amazonienne au Pérou. Et c'est comme ça que je me retrouve parachutée au Pérou. Et avec cette idée, cet appel, tu vois, ce truc de il faut que j'aille. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais il faut que j'aille. Et c'était un espèce de... Tu vois, j'y suis pas allée parce que je connaissais la plante et que je voulais réveiller des dons psychiques. C'est ça qui est incroyable, c'est que tu connais pas la plante, non. Tu la vois dans un voyage, et du coup tu y vas. C'est juste incroyable. Et alors, je précise aussi pour les auditeurs, parce que quand je parle de ça, je mets toujours beaucoup de pincettes, parce que c'est absolument pas des médecines pour tout le monde. Et je précise aussi que, tu vois, quand je révèle que quand l'enseignant me dit c'est ça, je ne suis jamais allée voir sur Internet. D'accord. J'ai pas du tout regardé. Ah non, okay. Ah non, je m'en fous. C'était tellement viscéral que je m'en fous. Je ne regarde pas ce que c'est. D'ailleurs, je me retrouve dans la forêt et je découvre qu'il fallait faire une diète. Je ne savais même pas en fait. Parce que je ne me renseigne pas, juste j'écoute mon instinct. Et mon instinct, c'est mon ressenti. Et mon ressenti, c'est ça en fait. Mais jamais je regarde sur Internet, jamais je me renseigne, jamais je me mets un truc dans la tête. Je suis arrivée, je ne savais pas ce que c'était. Et c'est ce qui a fait qu'il s'est passé quelque chose de fabuleux. Parce que quand on arrive avec, tu sais, une volonté d'eux, bah, c'est pas la même expérience derrière. Forcément. Et je me retrouve parachutée dans la forêt et je me retrouve à prendre ces plantes en fait. À consommer ces plantes dans le cadre de cérémonies, etc. Et en fait, ça a été le point de départ initiatique. C'est là où j'ai véritablement débuté le chemin. Parce que c'est là où par l'expérience du corps, surtout physique, je me suis rendu compte que pendant 2 ans, je m'étais raconté une histoire en fait. Tout ça s'effondre. Mais ça s'effondre, mais avec une profondeur, ça s'effondre. Je vis une expérience dans la forêt qui a duré longtemps quand même, qui a duré 1 mois. Je suis restée 1 mois dans la forêt quand même, 1 mois et demi, en diète, quand même une expérience forte. Et je vis une expérience bouleversante, qui bouleverse tout. En fait. Oui, il y a un avant et un après. C'est ça que tu es en train de dire. Mais du coup, comment tu organises l'après en sachant que tu t'étais bien construite sur cette idée de ego spirituel? Comment tu fais après quand tu reviens en France? Tu repars sur quoi? Ce qui est fou, c'est que je suis allée au Pérou pour consommer la plante, mais avant de la consommer, j'ai rencontré mon conjoint. Tu veux dire que ton conjoint actuel, avec qui tu vis là actuellement, tu l'as rencontré au Pérou? Eh ben oui. En fait, j'avais quitté, ce qui est assez fou, c'est que avant de partir au Pérou, j'étais partie voir Ama. Ama, elle vient en France en fait tous les ans. Et à l'époque, elle venait à la Seine-sur-Mer, elle venait à Toulon. Voilà. Et j'avais été bénévole en fait, parce que vu que j'avais découvert le karma yoga, tout ça, et que après ça me parlait complètement. Hein. Au début, j'avais une grosse résistance, mais après, ma vie, c'est du karma yoga depuis. Hein. Et en fait, j'étais allée la voir à Toulon, j'avais été bénévole. Et j'avais dormi chez une amie à moi qui habitait à la Seine-sur-Mer, donc à côté de Toulon. Et j'arrive au Pérou, donc je quitte Ama, vraiment, hein,
je prends un train, j'arrive à Charles de Gaulle, je prends l'avion, j'arrive à Pissac, donc Pissac au Pérou pour ceux qui connaissent, hein, et le premier soir, je sors de ma guest house pour aller manger quelque part, je culbute 2 Français dans la rue et ils me disent on vient de la Seine-sur-Mer. Incroyable. Et là, je me dis non, c'est une blague. Enfin, tu vois, putain, mais c'est une blague, quoi. Là, j'explose de rire, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible, mais c'est abusé, quoi. Et en fait, je les croise par hasard, mais on se décroise, tu vois. On se croise, puis on se décroise. Et puis ils me disent, oh, mais on t'inquiète, on se recroisera. Je dis, ouais, c'est ça, on va se recroiser. Tu sais, genre, on est dans une ville, quoi. On va pas se recroiser. Et ben, figure-toi que le lendemain, je retombe sur eux. Je retombe sur eux. Et je retombe sur eux. Mais je suis retombée sur eux au moins une quinzaine de fois. Et au bout d'un moment, on a parlé. Et puis, celui qui est mon conjoint aujourd'hui était l'un d'entre eux. Et il n'arrêtait pas de me regarder. Mais moi, je comprenais pas ce mec, tu vois. Je savais pas qui c'était. Il me dérangeait, en fait. Et en fait, il a pris mon Facebook et puis on a commencé à échanger. Et il s'avère que lui également avait fait certaines expériences dans la forêt. Et du coup, je le savais pas à l'époque, mais suite à ça, je suis partie moi ensuite dans la forêt, j'ai fait mes expériences, j'ai été profondément bouleversée. Et quand je suis revenue en France, la seule personne qui me comprenait, la seule personne qui pouvait m'aider, c'était lui en fait. Tu vois, c'est fou la vie. C'est incroyable. La vie te fait vivre quelque chose de bouleversant, mais avant de te le faire vivre, elle vérifie que tu auras derrière une encre pour t'aider à revenir. Quand même, hein. C'est beau. Hein. S'il n'avait pas été là, non mais je le dis honnêtement, hein, s'il n'avait pas été là, je n'aurais pas pu vivre l'expérience qui a suivi. En fait, et je vous conseille à tout le monde de vivre ces expériences-là quand on n'a pas un point d'ancrage, parce que ces substances-là, elles peuvent vraiment agir vraiment profondément, et quand on n'a pas l'ancrage suffisant, ça peut être destructeur, vraiment. C'est bien, c'est bien de le préciser. Voilà. À l'époque, tu vivais... t'étais sur Lyon, hein. Oui. Parce que toi, tu as grandi à Lille, après tu es partie à Lyon. Donc à l'époque, tu reviens du Pérou, tu es sur Lyon. C'est ça. Ok. C'est ça. Du coup, il se passe quoi après ce retour de cette expérience qui est bouleversante et qui te fait vivre un avant et un après? Tu sais que ta vie sera plus jamais la même. Comment tu reconstruis en fait? Ouais, c'est ça. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais il n'y a plus rien. Mais quand je dis plus rien, c'est plus rien. Mais alors là, tu tombes dans un vide qui est sans fin, en fait. C'est, on appelle ça en soi-disant la lumière de l'âme, tu vois. C'est noir, il n'y a plus rien. Et c'est la seule chose qui reste, c'est une angoisse. Tu sais, c'est une peur. C'est un truc qui te serre le bide toute la journée. Et tu sais pas de quoi t'as peur, mais t'as juste peur. Et je suis restée, du coup, quand je rentre en France, j'arrive avec ça. Plus, je rappelle tous les clairs qui étaient encore super ouverts. Hein. Oui. Donc ça, plus ça, plus ça. Alors là, j'ai explosé complètement, en fait. Ça a été très vite. Très rapidement, le gars qui aujourd'hui est mon conjoint, hein, qui s'appelle Joachim, m'écrit et me dit il faut qu'on se voit. Et il faut savoir que quand je l'ai rencontré, on s'est vu 2-3 fois et je me suis mise à rêver de lui toutes les nuits, tout le temps. Je rêvais de lui. Quand j'ai pris les substances, je le voyais. Je me retrouve à connecter avec lui sans savoir pourquoi. Quand ça arrive 2-3 fois, tu vas manger au resto avec lui, tu vas pas rêver de lui 107 ans après, tu vois. Et du coup, quand je rentre du Pérou, il m'écrit, il me dit viens, je dis oui. J'hésite même pas. J'avais le cœur qui battait à 3000, mais je dis oui, je viens. Et en fait, quand je l'ai vu, parce qu'au Pérou, quand je l'ai vu, je n'ai pas du tout été attirée. En fait, je pensais qu'ils étaient gays, ces 2 mecs-là. Parce que lui, il était tout maigre, il sortait de diète. Il était avec un pote qui était tout maigre et il sortait de diète. J'avais l'impression qu'ils étaient gays, en fait. Donc j'étais loin de m'être imaginé quoi que ce soit à l'époque. Et en fait, quand je vais chez lui, il arrive sur le quai de la gare, et là, il avait pris du poids, et là, voilà. Et là, je le vois, et là, je suis wow. Là, j'ai eu un waouh, tu vois, un truc de putain, merde, un effet de sidération, tu sais. Et là, je le sais dans l'instant. Là, je me dis, ouais, il se passe un truc là. T'as su tout de suite. Et ça a été hyper vite. Hyper vite. Du coup, j'ai déménagé. Je devais rester 2 jours, je suis restée 15 jours. Et puis rapidement, je me suis ancrée là-bas. Donc je me suis trouvée à la Seine-sur-Mer, du coup c'est quand même rigolo, hein. Du coup point de départ, retour au point de départ, enfin, voilà. Et en fait il y a eu un temps d'intégration qui a duré 3 ans. Ah oui, quand même. Dont 1 an très très fort, 1 an complet, hein. Vraiment fort. Tu veux dire où ça secoue dans ton corps, quoi. Ah où il n'y a rien. En fait tu te lèves le matin, il n'y a rien. C'est ce genre de truc là. Tu te lèves le matin, il n'y a rien. T'as rien envie de faire, il n'y a rien. Et en fait, il n'y a plus rien qui a du sens. Donc, tu es là, tu te dis, d'accord, ok, donc tu déprimes, tu tombes dans la colère,
t'es triste, tu sais même pas quoi faire, t'as tout qui ressort. En fait, c'est comme s'il y avait un vide qui accueillait le plein. Tu vois ce que je veux dire? Vu que c'est vide, bah, ça laisse la place à tout le plein à remonter. Tu vois ce que je veux dire? Et ça remonte, ça remonte, ça remonte. Donc des douleurs. J'ai vécu 1 an en PLS dans mon lit, en fait. Des douleurs de partout, mal partout, toujours mal. J'ai un mot que je retiendrai, c'est la douleur. La douleur physique, mais physique. La tête, les épaules, les machins, non mais fracassée. Pourtant, je faisais rien. J'avais des douleurs, mais comme si on te fracassait les os, quoi. Et pendant ce temps-là, tu continues à donner des cours de yoga? Et ouais. Bah, pendant ce temps-là, je poursuis mon activité parce que c'était ça le plus dur. C'était comme au cœur de cette grande vulnérabilité, de cet état, tu sais, fragile là. Ça me dit continue. Et moi, je voulais pas parce que je voulais pas montrer à la face du monde que Charlotte, la fille parfaite, était dans un état d'imperfection. Et oui. Tu vois, l'orgueil, tu vois. Et un manque d'humilité totale et puis aussi une peur. C'est beaucoup de peur, hein. Je juge personne qui fait ça parce que derrière il y a une peur financière. Quand tu es thérapeute ou quand tu animes des groupes et des stages, bah, si tu montres que toi-même tu n'as pas intégré les enseignements et que tu vas pas bien, bah, tu as peur que les gens ne viennent plus en fait. Et tu as peur de ne pas gagner d'argent et tu as peur de ne pas être reconnu et tu as peur de machin. En fait, il y a un milliard de peurs. Et du coup, je me disais, mais si je montre ça aux gens que je suis censée accompagner, bah, ils vont plus venir. Enfin, tu vois. Et en fait, c'est quoi qui se passe? Bah, c'est l'inverse. Bah, oui. Donc je rampe, tu sais, pour aller en stage, en retraite, je rampe, je montre. Du coup, je pouvais pas faire autrement, ça se voyait sur ma gueule, tu vois. Je pouvais pas faire autrement que de le montrer. Donc je fais preuve de vulnérabilité. Je dis au groupe, bah voilà, oui voilà, moi c'est ça que je vis. Et c'est difficile, et ceci, et cela. Et en fait, à l'instant où je fais ça, ça fait ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Ça n'a fait que grandir. Et au plus je montre cette vulnérabilité, au plus ça grandit. Donc on passe de groupes de 15 personnes à des groupes de 30 personnes, à des groupes de 40 personnes, à des groupes... Ah, tu vois, c'est incroyable et ça fait tellement de bien d'entendre ça, que la vulnérabilité est tellement puissante finalement. C'est ça. Et ouais. Mais voilà, encore aujourd'hui, c'est ce que je retiens de tout le parcours. Parce qu'encore aujourd'hui, là par exemple, je sors de 7 jours où j'étais complètement aphone. J'avais plus de voix. Donc, je suis tombée malade, j'ai fait 3 Covid cette année. Bon, je passais le Covid, mais bon, je ne me suis pas fait tester, mais je sais que c'est ça, parce que j'ai tous les symptômes. Donc 3 fois quand même dans l'année, c'est beaucoup. 3 fois des grosses infections qui ont pris 1 mois à chaque fois. Donc je suis quand même, tu vois, je peux pas me le raconter, tu vois. Je peux pas dire, j'ai fini le chemin, je sais pas quoi, tu sais, comme certains pourraient dire, là. Bah non, parce qu'en fait, je suis H24 malade, j'ai H24 un truc, et mon corps processise, et pourtant, j'ai jamais eu autant de monde qui me suit. Tu vois. Alors je pense que en se montrant humain et en montrant la vérité, bah, on autorise l'autre à percevoir sa propre vérité en fait. Ça. Et c'est de là qu'a jailli le véritable cadeau. Parce que voilà, je suis passée par 3 années extrêmement douloureuses, hein. Autant le dire, vraiment. Je pense pas que... Voilà, si c'était à revivre, je le revivrais, hein, évidemment, parce que je connais le cadeau qu'il y a derrière, donc évidemment, je le revivrais. Mais pendant, je peux dire, je suis passée par tous les états, hein, psychiquement, moralement, émotionnellement, physiquement. Et ensuite, quand j'ai commencé à me redresser, il y a eu un cadeau fabuleux. C'est le cadeau de cette prise de conscience du personnage, en fait. Des étiquettes, de tout ça, en fait. A suivi une prise de conscience qui a changé ma vie, qui a changé le cours de ma vie. Et aujourd'hui, plus jamais je peux l'oublier. En fait, c'est pas un enseignement que j'ai dans la tête. C'est un truc que je vis. Tu vis. C'est un truc que je transpire, tu vois. Je suis pas en train de me dire, je l'ai lu dans un bouquin, je l'ai appris, c'est telle théorie. Non, je l'ai vécu, en fait. J'ai tellement vécu cette descente à l'intérieur de moi, cette mort symbolique, parce que je mourrais à quoi, en fait? Je mourrais à tout ce à quoi je croyais être. Donc, en fait, et je meurs encore aujourd'hui, hein, parce qu'il y a encore des choses auxquelles je crois, hein, mais bon, voilà, bref. Il y a eu un gros nettoyage d'un coup, et en fait, derrière, c'est ce cadeau de... Mais plus jamais la vie n'a le même goût, en fait, derrière. Ta vie, elle se transforme, parce que plus jamais tu oublies, en fait. Tu peux plus oublier qui tu es. Tu peux te perdre, encore un peu, tu vas te perdre 5 minutes, parce qu'il y a du schmock qui vient te faire chier, et boum, tu rentres dans la colère, tu vois. Tu vas te perdre 5 minutes. Mais plus jamais tu vas te perdre, définitivement. Tu le sais, au fond de toi, que ça va toujours revenir à... Toujours. Toujours. C'est intégré à 50%. C'est ce que je dis souvent, tu vois. Il y a 50% et tu es à 51%. À 51, tu pourras plus jamais l'oublier. C'est pas pour autant que tu es à 100%. Hein. Mais il y a un truc qui s'est posé
Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais oublié ça. Et je n'ai plus jamais oublié. Et ça, en fait, ça change ta vie, en fait. Derrière, tu peux vivre tout ce que la vie te propose encore, et elle t'en propose encore, hein, mais tu le vis plus de la même manière. Tu n'as plus le même rapport à la vie. En fait, c'est un changement total de vision, mais c'est pas un changement dans la tête, c'est un changement à l'intérieur du corps. C'est comme si même toutes tes cellules se reparamétraient et vraiment engrammer d'autres codes. Transformation à tous les niveaux. C'est-à-dire la transformation à l'intérieur, mais aussi extérieure. Donc, par exemple, j'ai restauré certaines choses assez importantes chez moi. Par exemple, moi, j'avais pas de cheveux. Mes cheveux, ils poussaient pas. Tu vois, parce que j'avais... vu que j'étais née un petit peu garçon manqué, je m'étais identifiée au personnage du garçon manqué. Donc j'avais des poils partout, j'avais une pilosité très très importante. Aujourd'hui, j'ai plus de poils. Ah, c'est fort ce que tu dis. C'est très fort ce que tu dis. C'est très fort. J'avais pas de poitrine. J'avais pas de poitrine. J'étais pas femme. Vu que je croyais que j'étais un garçon manqué, mais j'avais pas de poitrine. Quand j'ai commencé à me désidentifier de ça, ma poitrine a poussé. À 27 ans, hein, tu vois. Je parle pas d'une gamine de 14 ans qui a sa croissance. Non, à 27 ans, ma poitrine a poussé. J'ai commencé à avoir une poitrine. Mes hanches se sont élargies. Mon corps physique, ma tête a changé. Les yeux ont changé. Le regard a changé. Enfin, tout a changé, en fait. Incroyable. Et ben, elle est loin, la petite Charlotte, toute timide, qui parlait pas, etc. Justement, si on se connecte à elle, là, tu lui dirais quoi aujourd'hui à cette petite Charlotte? Oh là là, elle n'existe plus en fait. Elle n'existe plus. Ben oui, c'est ça en fait. Elle n'existe plus. Elle est même plus là en fait. Ça n'existe même plus. Voilà. C'est la première fois que j'entends ça et c'est très percutant en fait d'entendre qu'elle n'existe plus. Ça vient me chercher un petit peu sur mes croyances et tout ça, donc c'est génial, je vais réfléchir après. C'est ça. Mais vraiment, non, mais c'est trop bien. Je t'ai demandé avant l'émission si tu avais un petit objet symbolique qui te connecte à la joie, si tu pouvais nous le présenter. C'est quoi ton objet, si c'en est un? Et ouais, c'est pas un objet, non, on se le dit en off, hein, mais c'est vrai que, pour moi, les règnes au sens large, tu vois, la nature, la vie, en fait, ça te connecte à la joie. Ce qui est dans la vie, ce qui est vivant, que ce soit le règne végétal, le règne animal, le règne minéral, tout ça, c'est vivant, en fait. Et du coup, moi, ce qui me connecte encore vraiment plus, on va dire, c'est vraiment le règne animal. J'ai quelque chose avec les animaux, je sais pas pourquoi, hein, c'est comme ça. Hein. J'ai des chevaux, et par exemple, tu vois, tu te lèves un matin, et t'es grognon parce que t'as mal dormi. Et ça, tu vois, ça arrive à tout le monde, hein. Même quand, soi-disant, t'as intégré la vision de la vie, il y a quand même des matins, tu te réveilles, ça fait du chier parce que t'es fatigué, quoi, tu vois. Et donc, t'es là, un petit peu grognon, je suis fatigué, j'ai plein de trucs à faire, tu vois, tu ralotes 2 secondes, et puis là, tu vois tes chevaux. T'arrives en voiture et tu vois tes chevaux. Et là, sort un truc de « Oh, ils sont trop mignons !» Tu sais, genre, complètement gaga. Alors moi, je me suis dit, au bout d'un an, ça va passer quand même. Mais non, ça passe pas, en fait. Ça passera jamais, je crois, ce truc. À chaque fois que je les vois, ça me fait un truc dans le cœur. Tu vois, ça t'ouvre complètement. C'est un feu d'artifice. Ouais. C'est un feu d'artifice dans le cœur. Pourtant, ils me font chier, hein. Et alors, je peux te dire que c'est des sacrés maîtres, hein. Surtout mon cheval. Ils sont, mais extraordinaires. Ils sentent tout. Donc, quand tu arrives dans un pré avec un cheval, bon, surtout le mien, hein, vu qu'on est assez connectés, tu vois. C'est pas mon cheval au sens égotique, mais on va dire qu'on a un lien fort au niveau énergétique. Et alors, quand j'arrive dans son pré et que je suis pas alignée, mais c'est pas compliqué. Il n'en a rien à foutre de ma gueule, hein. Lui, il détale, hein. Et alors, lui, en plus, c'est le chef, tu vois. Donc, alors, s'il a pas envie d'un truc, il ne le fait pas. Et du coup, moi, je suis impatiente. Je suis un peu colérique, tu vois. Et il y a des fois, je pète des colères, je pète des trucs comme ça pas sur lui, mais tu vois, dans l'instant, quoi. Et je me dis, waouh, il vient de me faire sortir ça. Je savais même pas que j'avais ça à l'intérieur de moi, tu vois. D'un seul coup, tu sens un truc monter, genre, tu te transformes en démon, là. Et là, après, tu dis, merde, je suis arrivée, j'étais toute fleur bleue, tout allait bien, pourtant, c'est bizarre quand même, elle vient de où cette colère, tu vois. Incroyable. Ils sentent tout. Ils sentent tout. Donc tous les jours, j'ai mon petit lot, tu vois. À l'instant où je rentre dans le pré, eh ben, je sais. Voilà. Et alors, eux, ils me font reconnecter à la joie. Pourquoi ? Parce qu'ils me font sortir ce qui n'est pas de la joie. Donc, quand je suis avec eux, c'est pas compliqué. J'arrive un matin, je suis pas bien, bah, ils vont me bousculer, tu vois. Donc, ils me bousculent, ils me marchent dessus. Puis au bout d'un moment, ça m'énerve, tu vois. Je dis, mais putain, de quoi ? Et hop, ça y est, c'est tout ça en train de sortir. Et un matin, je suis toute triste, tu sais, mais la tristesse identifiée au petit machin, du petit drame, tu sais, le petit machin là. Et j'arrive toute triste, et ben ils arrivent vers moi, ils me voient de loin, ben ils font demi-tour. Ah non. Là, non, je fais même. Ah yeah. Et là, ça y est, ça sort. Et ensuite, ils viennent.
C'est fabuleux ce que tu racontes. Et depuis quelques jours, là, tu as un nouveau compagnon? J'ai une petite merdeuse, ouais. J'ai un petit chien maintenant, un petit chien loup. Une petite merdeuse. Trop belle. Bah oui, alors ça c'est chouette aussi. Hein. C'est encore autre chose. Hein. C'est extraordinaire. Elle est magnifique. Tu nous l'as partagée sur tes stories. Oui. Elle est juste trop belle. Je finis toujours l'émission, Charlotte, avec une utopie pour se connecter à un imaginaire, une utopie pour s'autoriser à vivre un futur qu'on aimerait vivre, pour y puiser de la force, hein, pour créer notre vie et ce monde. Si tu avais, toi, une utopie pour ce monde, ou pour toi, si on rétrécit un petit peu, ce serait laquelle, ton utopie? Moi, en fait, c'est hyper simple. Hein. Tu sais, à chaque fois qu'on finit une formation, une retraite ou un stage, on touche à ça. On touche à ce monde de demain, tu vois. Pourquoi ? Parce que pendant 5 jours, les gens ils processisent, tu sais, ils se rendent compte de leur petit costume, leur petit gnangnan, leur petit machin, tu vois, et ils font tomber. Et à la fin, on éclate de rire. On éclate de rire parce qu'on réalise que pendant 5 jours, on s'est pris le kick pour rien. Et on réalise que pendant toute sa vie, on s'est pris le kick pour rien. Parce qu'on était dans le petit machin qui voulait savoir, qui voulait être supérieur, qui voulait machin. Moi, je rêve d'un monde comme ça. Je rêve d'un monde où, non pas qu'il n'y ait plus de costumes, parce que les costumes, c'est rigolo, cette planète, c'est le bal masqué, tu vois. Quand t'arrives ici, c'est on va bal masqué, ouais. Là, tu débarques sur Terre, c'est le bal masqué. Et donc, je rêve pas d'un endroit sans masque, parce que c'est rigolo. Mais je rêve juste d'une planète où on en rigole. Ouais, c'est ça. Où on en rit, où on réalise. Et où on se dit, oh putain, mais même moi, tu vois, je suis H24 en train d'en réaliser des goûts, hein, parce que je n'ai pas du tout la prétention à imaginer que je suis sans masque, hein. Oh là, surtout pas. Et donc, une fois, je réalise un petit costume de merde, là, comme ça. Et je me dis, oh là là, quand même, pendant toutes ces années, je m'en étais même pas rendu compte. Oh, aïe. Et je rigole. Et du coup, ça te permet d'en rire. Et je dis, en fait, c'est magnifique. Ouais. Est-ce que tu as des projets à venir que tu veux nous partager? J'ai vu que tu avais rouvert les inscriptions pour tes stages, tes retraites. Les week-ends, est-ce que tu veux en parler un petit peu? On poursuit l'aventure des retraites, tout ça, mais j'ai quand même un gros projet qui est en cours. En fait, ça fait quand même déjà un petit bout de temps que je me rends compte que, tu vois, cette vision du personnage, de se rendre compte, c'est difficile de se rendre compte de ce qu'on fait, parce que souvent on le fait inconsciemment. Et je trouve que la meilleure des manières de se rendre compte de ce qu'on fait inconsciemment, c'est d'être au contact des autres. Et parce que les autres, en fait, effectuent inconsciemment des jeux de miroir. Et c'est comme ça qu'on se révèle. Et du coup, je me disais, mais moi, j'adore, tu vois, le collectif, être au cœur de la vie avec les gens, tu vois, parce que ça vient te chercher, tu vois. Et je me disais, mais comment est-ce que je pourrais produire ça, mais de manière dématérialisée, tu sais, de manière... on n'est pas tous au même endroit géographiquement. Je fais déjà les retraites, voilà, là, c'est déjà l'occasion. Mais je voulais proposer un autre outil où on pouvait faire cette chose-là, mais tous ensemble, mais de manière dématérialisée. Et en fait, je suis en train de finaliser justement une plateforme, un outil que j'ai créé spécialement pour ça. Et pour s'entraider dans ces jeux de miroir, dans ces prises de conscience, parce que prendre conscience, c'est déjà une première étape, mais ensuite, il faut l'incarner. Oui, bien sûr. C'est pas le tout de le percuter, tu vois. Il y a des fois, on percute un truc et puis après, on l'oublie. Ouais. Tu sais que tu fais ça, mais après, tu l'oublies. Parce qu'en fait, il y a un truc qui te rattrape, et puis tu découvres autre chose, et puis en fait, après, tu dis, oh, mais en fait, tout ça, on s'en foutait. Et puis hop, tu perds la vision et tu passes à autre chose. Et en fait, je trouve que le plus dur, c'est de garder cette vision. Tu sais que tant qu'elle n'est pas intégrée, cette vision, et ben, on peut passer rapidement d'une vision à l'autre, parce que l'ego adore passer d'une vision à l'autre, en fait. Et du coup, je suis en train de finaliser cet outil. Super. Voilà. Donc là, ça va sortir sur la fin de l'année 2022. Ah oui. Là, normalement, en juillet. Ah ouais, génial. C'est formidable. Merci beaucoup, Charlotte. Il est temps de te quitter. Vraiment un grand merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu proposes et ta générosité. Je te remercie infiniment. Merci beaucoup à toi, Tess. À bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, mettez-lui tout plein d'étoiles. Surtout, abonnez-vous sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. Si ça vous plaît, parlez-en autour de vous. Partagez les épisodes sur vos propres réseaux. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez les liens dans la description. Et ce qui me ferait hyper plaisir, c'est que vous aussi, vous me racontiez dans les commentaires votre histoire de premier baiser. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans un mois.